Je m'appelle Didier Roux, j'ai été en fait le directeur de la recherche et de l'innovation du groupe Saint-Gobain pendant 12 ans. Ça va le son? Ça résonne un peu. Ah bon. Pendant 12 ans, entre 2005 et 2017, bon, j'ai une carrière de scientifique au départ assez fondamentale. Et puis après, je suis plus passé dans le monde industriel pour la fin de ma carrière. J'ai pris ma retraite en 2017. Voilà, je suis membre de l'Académie des sciences, je suis aussi membre de l'Académie des technologies et aussi j'ai été professeur au Collège de France sur la chaire d'innovation technologique. Et ce que je vais vous présenter, ce n'est pas un des cours du Collège de France que j'ai fait. Au Collège de France, j'ai fait que des conférences grand public. Elles sont sur le web, vous pouvez toutes les retrouver. Vous tapez Didier Roux Collège de France, vous tomberez sur mes conférences. Elles sont toutes accessibles. Celle-ci, je l'avais faite en fait pour les 500 ans, je l'avais faite à Blois justement, pour les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Et donc voilà, j'avais démoli un peu l'image, comme la question que je pose le suppose, mais vous allez voir que j'en dis quand même du bien. Et donc voilà, je ne me suis pas fait lyncher à Blois sur cette conférence, donc je la refais de temps en temps avec grand plaisir. Alors, pour démarrer ça, je vais quand même vous parler un petit peu de ce qui m'occupe le plus, c'est-à-dire le lien entre les inventeurs, les découvreurs et les innovateurs. C'est un peu l'ensemble de ma carrière qui tourne autour de ça, et c'est aussi la thématique de mes cours du Collège de France. Et donc, je vais un peu partir là-dessus, évidemment en vous parlant ensuite de Léonard de Vinci, en posant cette question, dans quelle catégorie peut-on le mettre? Alors pour ça, je suis obligé un peu de définir ce que j'appelle découvreur, inventeur et innovateur. Et c'est ma définition, ce n'est pas forcément la définition de tout le monde, donc cette définition peut être controversée, mais il faut la prendre telle que je le fais pour me suivre. C'est personnel, mais c'est aussi uniquement limité aux innovations, aux inventions et aux découvertes scientifiques et technologiques. Je ne rentre pas dans le monde des sciences humaines et sociales. Je reste sur le monde que je connais, qui est le monde scientifique et technologique. Alors, pour moi, un découvreur, c'est quelqu'un qui travaille essentiellement à comprendre comment le monde qui nous entoure fonctionne. L'homme, depuis qu'il est homme, se pose des questions. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi, quand on appuie sur la table, la main ne passe pas à travers la table? C'est une question, je ne sais pas si vous êtes posée, mais il faut savoir y répondre. Bref, des questions d'ailleurs que très souvent les enfants posent. Et on essaye d'expliquer, la science, la physique, la chimie, la biologie, essaye d'expliquer comment le monde fonctionne. Et ça conduit à des découvertes au sens de compréhension du monde qui fonctionne. C'est ce qu'on appelle très souvent la recherche dite fondamentale. C'est très souvent ce que l'on fait dans le monde universitaire, ce que j'ai fait une partie de ma vie. J'étais au CNRS pour une partie de ma carrière. Et donc, expliquer et comprendre le monde qui nous entoure. Et ça conduit à des découvertes, ce que j'appelle des découvertes. Les inventions, c'est un peu différent. Les inventions, pour moi, ça procède un peu de la même chose, c'est-à-dire la curiosité, mais au lieu d'essayer d'expliquer le monde qui nous entoure, on essaye de fabriquer un objet qui fonctionne, ça c'est le point important, un objet qui fonctionne, qui n'existe pas. Donc l'inventeur, pour moi, c'est quelqu'un qui va fabriquer un dispositif qui n'a jamais été fait, il va donc l'inventer, il faut qu'il fonctionne, et après, ça peut ou pas servir à quelque chose. Je vais vous en donner un exemple juste après. Et puis, l'innovation, telle qu'elle est utilisée, c'est finalement quelque part l'objet qui a été inventé, mais qui sert à quelque chose. C'est-à-dire que vous utilisez, que vous allez acheter, que vous allez utiliser ou pas acheter, mais qui sert à quelque chose. Donc vous voyez bien que dans ces trois catégories, la découverte fait référence à la science fondamentale, l'invention fait plutôt référence à la technologie, mais l'innovation, c'est vraiment de faire un objet qu'on va ensuite fabriquer et vendre. Et je vais tout de suite vous donner 3 exemples de chacun. Alors, premier exemple, évidemment, la découverte, on pense tout de suite à Albert Einstein. Dans mes cours, je parle d'autres personnes, mais Albert Einstein, c'est le type même du découvreur. Il essayait d'expliquer l'origine de la gravitation, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les corps s'attirent. Il a d'ailleurs montré que ce n'était pas une force en tant que telle, mais c'était une déformation de l'espace-temps pour les gens qui ont fait un peu de physique, mais peu importe. Il a donné des explications extrêmement profondes qui conduisent ensuite à ce qu'on appelle maintenant la cosmologie, c'est-à-dire l'explication de l'histoire du monde vue par les physiciens
depuis son démarrage, il y a 13 ou 14 milliards d'années, de ce qu'on connaît, hein, et de ce qui arrive maintenant. Donc c'est l'exemple typique d'un découvreur pour moi. Il y en a d'autres, mais il est emblématique. Alors, l'invention, il faut que j'aille derrière pour lancer le petit film, c'est de faire un dispositif qui n'a jamais été fait et qui marche. Alors, je prends toujours l'exemple de cette machine que Claude Shannon... Alors, Claude Shannon, c'est un très grand scientifique, c'est un mathématicien qui travaillait au Bell Lab aux États-Unis, et c'est lui qui a fait tout le début des théories de la communication. Donc, tout ce que nous servons tous les jours autour de transmission de signaux et qui nous permet de communiquer, y compris avec le téléphone portable, les bases de la théorie de la communication, ils ont été faits par Claude Shannon, qui était donc un mathématicien au Bell Lab. Et alors lui, il était fanat de machines, et je vais vous montrer une des machines qu'il a appelée The Ultimate Machine, donc la machine ultime, et qui est un exemple d'invention. Je vais la lancer. Normalement, ici, je devrais y arriver. Voilà. Alors, il y a un bouton. Évidemment, le bouton, il est fait pour être poussé. Et qu'est-ce que vous avez? Une main qui sort et qui remet le bouton en place. Alors, vous concéderez, alors vous pouvez regarder ça pendant des heures, hein, c'est absolument fascinant. Vous concéderez avec moi que c'est une invention, parce que personne n'avait pensé à faire ça, une main qui sort pour fermer le bouton qu'on pousse, mais on ne peut pas dire que ça serve à grand-chose. Donc, voilà. Mais c'est pour ça qu'il l'appelait The Ultimate Machine. Voilà. Donc ça, c'est une invention, quelque chose qui n'existe pas, qu'on a inventé. Bon, évidemment, il y en a qui fabriquent et ça se vend, ça peut s'acheter. Hein, si vous voulez avoir chez vous, quand vous vous ennuyez, vous poussez le bouton et la machine remet le bouton en place, etc. Enfin bref, c'est intéressant. Voilà. Et évidemment, l'innovation, j'ai pris un cas absolument classique, un cas que je décris dans mes cours du Collège de France, qui est le téléphone portable. Alors, j'ai fait le recensement de combien de découvertes, au sens fondamental du terme, découvertes qui ont valu à leurs auteurs un prix Nobel, donc je me suis uniquement limité à ça, il faut avoir fait pour faire fonctionner un téléphone portable. Et je suis arrivé au nombre de 17. Au moins 17 prix Nobel ont travaillé sur des découvertes qui sont indispensables pour faire fonctionner un téléphone portable. Donc vous voyez qu'il y a un lien entre les découvertes et les innovations, c'est d'ailleurs tout le sujet de mes cours du Collège de France, mais ça ne sera pas vraiment le cœur du sujet d'aujourd'hui, qui est plus relié à la personnalité de Léonard de Vinci. Voilà les 3 exemples de ce que j'appelle une découverte, une invention ou une innovation. C'est assez facile à suivre. Alors, parlons de Léonard de Vinci. Alors, aucun doute qu'avant même de parler de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la partie technique de ce qu'il a fait, c'est d'abord un peintre extraordinaire, qui d'ailleurs a fait des découvertes sur des pigments dans le monde de la peinture. C'est aussi un peintre qui avait du mal à finir ses travaux de peinture et qui a un nombre extrêmement limité de peintures. On doit lui attribuer environ 13, entre 13 et 15, parce qu'il y a toujours des controverses, tableaux qu'il aurait fait. Vous voyez, c'est pour une carrière où il a quand même vécu assez longtemps. 13 tableaux, c'est pas beaucoup quand on compare à d'autres peintres de la même espèce. Et vous savez que la Joconde est arrivée en France dans les bagages de Léonard de Vinci quand François Ier, qui aussi a créé le Collège de France, au passage, a amené Léonard de Vinci en France. Il n'avait pas fini la Joconde, et c'est pour ça que nous avons la Joconde en France, c'est parce qu'elle n'était pas finie et que Léonard de Vinci l'avait transportée avec lui. Alors je vais en passer quelques-uns pour vous rappeler, elles sont tous très connus parce qu'en nombre limité, c'est tous des tableaux absolument merveilleux. Et évidemment, pour finir, la Joconde, qui est son tableau le plus emblématique et connu. Alors il faut savoir que Léonard de Vinci a connu une gloire éphémère, c'est-à-dire qu'il a quasiment été oublié jusqu'au XIXe siècle, et c'est au XIXe siècle qu'on a ressuscité, en quelque sorte, Léonard de Vinci, à la fois comme peintre et puis comme inventeur, innovateur ou découvreur, comme beaucoup de personnes le présentent, et comme vous allez le voir, ce n'est pas si facile que ça pour les raisons que je vais expliquer. Alors la question, c'est est-ce que Léonard de Vinci, c'est un découvreur, un inventeur ou un innovateur? C'est le fond de la question dans les catégories que j'ai définies précédemment. Donc je vais vous faire un petit voyage à travers des choses qu'il a faites, et puis on va essayer de conclure ensemble dans quelle case on va le mettre. Alors d'abord, il avait une qualité
extraordinaire, qu'il a d'ailleurs fortement utilisé dans la peinture. Il était très observateur, c'était quelqu'un qui passait beaucoup de temps à observer les choses, chose qui est aussi importante en sciences et aussi en technologie, et il était un merveilleux dessinateur. Donc l'observation plus le dessin, ses rendus de dessin sont absolument fantastiques. On les retrouve bien sûr dans ses tableaux, mais il a fait énormément de dessins, comme celui-là, avec une qualité de dessinateur tout à fait exceptionnelle, basée sur une observation qui ne l'était pas moins exceptionnelle. Alors, on va d'abord parler de découvreurs, donc des choses un peu fondamentales, et en commençant par le calcul, la géométrie, et puis après on parlera un peu de physique, puis il a fait beaucoup de choses sur l'anatomie. Là, je vous montrerai que sur l'anatomie, il a quand même fait une découverte de façon extraordinaire, d'ailleurs parce que c'était un observateur de génie. Alors, le calcul. Alors, je vais vous faire un peu de calcul. Voilà. Bon, ça, vous avez la réponse sur le tableau. La réponse est juste. Hein. Quand vous divisez 2/3 par 3/4, vous obtenez 8/9. Ça vous rappelle peut-être des petits calculs que vous avez faits dans votre jeunesse, mais c'est juste. Et ce qui gênait beaucoup Léonard de Vinci, c'est qu'il prenait le nombre 2/3, il le divisait par un autre nombre, et il obtenait un nombre qui était plus grand que 2/3. Parce qu'effectivement, 8/9, c'est plus grand que 2/3. Alors ça l'embêtait beaucoup. Parce que pour lui, une division, ça voulait dire forcément trouver un nombre plus petit. Et vous savez tous que quand on divise par un nombre qui est plus petit que 1, vous obtenez un nombre qui est plus grand que le départ. Mais ça, voilà, il était en fait, tout ça pour illustrer, alors on le retrouve dans un petit bouquin que nous avons d'ailleurs à l'Institut de France. Hein, oui, si, ça, ah oui, non, c'est parce que c'est un écran de télé. J'oublie toujours, ça ne marche pas, le laser sur l'écran de télé. Donc ce petit bouquin, qui a cette taille-là, qu'on trouve on en trouve un fac-similé dans la librairie Mazarine à l'Institut de France, eh ben, il avait écrit des choses, et là il avait écrit que voilà, il ne comprenait pas pourquoi ça donnait un nombre plus petit, plus grand que 2/3, alors que ça aurait dû. Voilà. Donc il était un peu fâché avec les mathématiques. Vous savez que son éducation était en fait assez limitée, puisque c'était un enfant bâtard, son père était notaire, sa mère était une paysanne, et comme enfant bâtard, il n'avait pas le droit d'aller à l'université, donc il avait fait 2 ans d'école, qu'on appellerait d'école primaire, où il avait un peu appris les rudiments, mais il ne parlait pas latin, il n'avait pas fait beaucoup de mathématiques, ce qui à l'époque, par rapport aux érudits de l'époque, était un handicap. Voilà. Donc il était un peu fâché avec Voilà. Alors la géométrie. Alors la géométrie, ça lui plaisait plus, parce qu'évidemment, il utilisait son talent de dessinateur. Alors, il avait fait alors, vous savez qu'il a laissé des manuscrits qu'on appelle les codex, qui sont, et je vais me baser beaucoup dessus, qui sont des ensembles où il y a à la fois des dessins et des commentaires. Alors, vous savez que les commentaires, il les faisait tous en écriture inversée, c'est-à-dire que pour les lire, il faut les regarder dans un miroir, sinon on n'arrive pas à les lire. Si vous vous approchez, bon, évidemment, voilà, c'est pas totalement visible ici. Et il faisait beaucoup de dessins parce qu'il utilisait son talent. Alors, voilà par exemple un rhombicubotaèdre, et comme vous le voyez, bon, il avait une vraie qualité de dessin dans toutes les figures géométriques qu'il présentait. Alors, on va faire ensemble un peu de mécanique, et on va voir, alors je me suis basé sur des travaux qu'ont fait un confrère à moi à l'Académie des sciences, Jacques Villain, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, il est mort il y a 2 ou 3 ans, et qui s'est amusé à reprendre un peu tout ce qu'avait fait Léonard de Vinci comme en mécanique, et puis de tester les idées qu'il avait proposées. Alors la première idée, c'était sur le frottement solide. Donc vous posez un cube, par exemple un cube de bois, il a les dessins ici sur une table, et puis il faut une force pour le tirer. Donc il s'était posé la question, quel est le rapport entre l'objet du cube lui-même et la force qu'il faut? Il était arrivé à la conclusion, la force utilisée dans le mouvement avec frottement sur un plan horizontal est toujours la moitié du poids qu'elle déplace. Donc il avait trouvé une chose qui était juste, c'est qu'il y avait une proportionnalité par rapport au poids, donc plus l'objet est lourd, plus il faut de force pour le tirer, mais il s'est trompé parce que ce facteur 2 est complètement faux. La relation qui existe entre la force qu'il faut et le poids, ce n'est pas un facteur 1,5, et donc c'était une erreur, et c'était faux, même s'il avait quand même trouvé un peu les premières lois du frottement. Alors après, un autre problème de mécanique tout simple, vous prenez une poutre, et puis vous mettez des poids à différents niveaux de la poutre, et vous vous posez quelle est sa flexion de la poutre.
problème de mécanique complètement classique. Vous voyez l'écriture inversée de Léonard de Vinci. Alors là, par contre, il a donné la réponse, je ne vous la donne pas, peu importe, et c'est juste. Là, il ne s'était pas trompé. Alors pourquoi il ne s'était pas trompé? Parce que autant la force, à cette époque, mesurer une force, on ne savait pas trop le faire, autant mesurer une forme géométrique, il savait le faire, et donc là, il a donné la bonne réponse. Alors, il a fait aussi, il a fait quelque chose qui n'était pas de la science réellement, mais qui était en quelque sorte lié à sa qualité d'observateur. Sur l'hydrodynamique, il a fait tout un tas de travail, c'est-à-dire l'écoulement de l'eau ou l'écoulement d'un fluide. Alors, il s'est posé un problème, qui est un problème de physique classique. Vous remplissez un réservoir, vous mettez des trous à différentes hauteurs et vous posez la question jusqu'où va le jet du trou. Et pareil, là, il est arrivé à une conclusion que si B s'écoule en un certain temps, une certaine quantité d'eau, alors qu'il s'écoule de C une quantité double dans le même temps, parce qu'il y a 2 fois plus d'eau par-dessus. Donc il avait dit, en gros, le jet, il y a plus d'eau qui coule simplement en fonction de la hauteur d'eau qu'il y a au-dessus. Ben, c'est faux, c'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Et ça, par contre, ce qu'il a fait, quelque chose qui s'est ensuite révélé un grand problème de physique, c'est l'observation de la turbulence. Alors la turbulence, c'est l'état dans l'hydrodynamique où vous avez justement des tourbillons qui sont encastrés les uns dans les autres. Et son dessin sur un flot d'eau qui tombe dans de l'eau est merveilleusement exact. C'est effectivement un des endroits où vous avez de la turbulence. Et vous voyez bien, il les a fort bien mis en valeur, les tourbillons que forme l'eau qui est le jet d'eau qui est envoyé dans un autre jet d'eau. Alors, c'est ni vrai ni faux, c'est juste très bien observé. Donc, il avait une observation bien. Mais globalement, le message principal, c'est qu'on ne pourrait pas mettre le travail de Léonard de Vinci, même s'il était très curieux et qu'il a beaucoup travaillé sur des problèmes de physique, dans le domaine des grandes découvertes de physique. Il a fait finalement quelques pistes intéressantes, il s'est beaucoup trompé, et globalement, sa contribution au monde de la physique n'est pas à la hauteur de ce qu'il a fait, bien évidemment, au niveau de la peinture. Alors, sujet absolument éternel, je crois que c'est au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, l'Académie des sciences a pris une décision de refuser d'examiner tous travaux qui proposent de faire un mouvement perpétuel. Donc, dès le XVIIIe siècle, les scientifiques avaient compris que le mouvement perpétuel n'existe pas. Alors, au passage, si l'un de vous a l'idée que ça existe, ne me posez pas la question, je suis académicien et donc je me conforterai de la position de l'Académie des sciences en vous disant que nous n'examinons pas ça. Bon, en fait, le mouvement perpétuel, pour des raisons profondes de thermodynamique, n'existe pas. Mais Léonard de Vinci avait proposé cette machine qui pourrait faire du mouvement perpétuel. La vérité veut dire que lui-même avait conclu que ça ne marchait pas. Donc, il ne s'est pas trompé. C'était l'idée d'un mouvement perpétuel par le fait qu'il y ait des masses qui tombent et qui font tourner une roue, et puis il y a des nouvelles masses qui tombent qui font tourner la roue. Il avait juste oublié les frottements, mais on pourrait imaginer que ça puisse faire un mouvement perpétuel. On lance la roue et elle continue à tourner sans jamais s'arrêter. Alors faites-le, vous verrez, ça ne marche pas, et ça ne marche pas à cause des frottements. Et là, on tombe sur un phénomène qui va nous occuper un petit moment dans la conférence, c'est qu'en fait, les gens attribuent cette machine de mouvement perpétuel à Léonard de Vinci, mais en fait, d'autres Italiens, et même d'autres artistes ou scientifiques bien avant lui, avaient examiné exactement la même chose. Alors, il y a quelqu'un qu'on va retrouver souvent, Taccola. Alors, Taccola, ça veut dire le corbeau, donc c'est Mariano di Jacopo, qui est un prédécesseur de Léonard de Vinci et qui avait déjà proposé cette machine. Et puis il y en a même un encore plus vieux, là on est au XIIIe siècle, un Français, Villard de Haunecourt, qui aussi avait proposé exactement le type de même machine pour faire du mouvement perpétuel. Donc vous voyez qu'on va retrouver quelque chose de constant chez Léonard de Vinci, c'est qu'en fait, il a redessiné, reproposé des choses qui avaient été faites avant lui, et en fait, ces codex, il faut les voir plus comme une encyclopédie de ce qui était connu, plus que réellement des inventions ou des découvertes ou des innovations de Léonard de Vinci. Alors on va voir ce phénomène assez souvent, et c'est intéressant. Alors l'anatomie, c'est un peu différent. Donc, peu importe, l'anatomie, voilà un dessin de Léonard de Vinci que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il est d'un très grand réalisme, et il dessine quelque chose
qui n'est pas joli, entre guillemets, le corps d'une personne âgée, mais ça montre que Léonard de Vinci avait et reproduisait une réalité. Alors vous allez en voir d'autres. Vous voyez évidemment beaucoup d'études d'anatomie liées à la fois les muscles, mais aussi le squelette. Et donc, vous savez qu'il disséquait des cadavres, et il avait, bon, contrairement à d'ailleurs ce qu'on dit, ce n'était pas interdit par l'Église, hein, il en faisait beaucoup, mais il faisait beaucoup aussi sur des animaux, et il faisait des dessins d'une très grande précision. Alors là, il y a une petite erreur, c'est un fœtus, hein, vous l'avez tous vu, mais ce n'est pas dans un placenta humain, c'est dans un placenta de bœuf, enfin plus exactement de vache. Donc voilà, il mélangeait un petit peu ce qu'il faisait sur les animaux et les humains, mais évidemment, il faisait des dessins d'une très grande précision, toujours avec son écriture à l'envers. Vous voyez, d'autres exemples. Alors, il y en a un exemple que j'aime bien. Alors, vous voyez la précision des muscles, bien évidemment, du torse. Voilà. Alors, j'aime bien cette photo-là parce que on retrouve dans les codex un dessin réaliste d'un corps. Il a réutilisé dans une peinture ce dessin, et vous voyez les différences. C'est qu'il a masqué le côté musculaire de ce qu'il avait dessiné pour ne garder que le mouvement et la position. Voilà, typiquement, pour moi, un acte de génie, c'est de savoir dessiner la réalité, mais ensuite d'interpréter cette réalité dans une peinture de façon esthétique et pas de façon réaliste. C'est évidemment le signe de ce qu'ont fait beaucoup de peintres. Alors, je vais vous raconter une petite histoire sur le cœur, parce que là, il a fait une vraie découverte, Léonard de Vinci, sur le cœur, sur le fonctionnement du cœur. Je vais vous expliquer comment il l'a fait. Donc le cœur, il a dessiné évidemment des cœurs dans le torse humain, il a dessiné des cœurs séparés du corps, et vous avez un petit film qui explique ce que je vais expliquer sur ScienceTip, qui est un petit site intéressant, c'est gratuit, vous inscrivez, vous recevez des emails régulièrement qui vous donnent des petites anecdotes scientifiques distrayantes. Alors, voilà le cœur, donc vous avez un certain nombre classiquement d'endroits, le ventricule, l'aorte, etc. Mais vous avez un endroit qui est intéressant, c'est la valve aortique. Et Léonard de Vinci s'était intéressé à la valve aortique parce qu'il avait vu que la valve aortique, donc il y a le sang qui arrive, juste après la valve aortique, ça s'évase d'un point de vue géométrique et ça se rétrécit. Et il s'était posé la question, pourquoi ce n'est pas un tuyau qui va tout droit, pourquoi ce tuyau il s'évase juste après la valve et il continue. Alors pour ça, il a fait vraiment une démarche scientifique, il a fait construire en verre un objet où un fluide, dans son cas de l'eau, arrivait, s'évasait et continuait. Et il voulait voir comment ça se passait, l'écoulement du fluide, à travers cette forme bizarre d'évasement et de resserrement. Ce qui est le cas de la géométrie de la valve aortique. Il a d'ailleurs fait la comparaison. Alors, ce qu'il avait aussi dessiné, c'est exactement ce qui se passe, c'est que dans la valve aortique, au moment de l'évasement, vous créez 2 tourbillons de chaque côté de la valve, et que l'évasement, il est fait pour créer des tourbillons. Et ces tourbillons, voilà une simulation moderne d'hydrodynamique, vous avez le flux qui arrive, l'évasement, et les tourbillons, et c'est reparti. Alors, voilà à quoi ils servent. Vous avez ce petit film qui va vous montrer l'évasement, les tourbillons, la valve. Les tourbillons servent à refermer la valve. En fait, l'évasement, il est là pour mécaniquement faire en sorte que la valve aortique, sans besoin de muscles, se referme au passage du liquide. Donc, quand le cœur pulse, envoie du fluide, le fluide passe et juste après, la valve se resserre. C'est pour éviter les reflux sanguins vers le cœur. Vous voyez qu'il avait observé ce phénomène, il avait essayé de comprendre pourquoi la géométrie était comme ça, fait construire un dispositif en verre, regardé dans le verre ce qui se passait et conclut qu'effectivement, les tourbillons servaient à repousser la valve aortique. Voilà, typiquement une vraie démarche scientifique et tout à fait intéressante. Alors on va continuer à voir quelques éléments de ce qu'on connaît de Léonard de Vinci. L'homme de Vitruve, très connu, tout le monde a ça, et inscrire un être humain à la fois dans un carré, dans un cercle, ce qui donne ce dessin magnifique. Mais là encore, notre ami Tacola, le corbeau, il avait fait un homme de Vitruve. Alors, évidemment, ce n'est pas tout à fait le même, mais on retrouve un peu la même idée. Et même un autre
italien, qui était d'ailleurs son maître. Léonard de Vinci a été dans l'atelier de Francesco di Giorgio Martini, avait déjà dessiné quelque chose qui ressemble à l'homme de Vitruve. Et même d'ailleurs, on s'était inspiré, toujours le même Francesco di Giorgio Martini, avait fait un homme un peu dans une église, les églises qui font une croix, et ben il avait retrouvé un peu l'image de l'homme à l'intérieur d'une église. Mais, soyons clairs, le dessin de Léonard de Vinci est beaucoup plus beau esthétiquement que ses prédécesseurs. Donc, certes, il n'avait pas inventé l'homme lui-même, l'homme de Vitruve, mais son inspiration et son dessin l'a rendu plus célèbre, parce que tout le monde est plus fasciné par ce dessin que les prédécesseurs. Ceci dit, ça existait déjà, en particulier en Italie. Alors, l'inventeur. Alors là, on va arriver sur les machines, qui ont beaucoup passionné un peu tout le monde. On dit que Léonard de Vinci est l'inventeur de l'hélicoptère, de la voiture, vous allez même voir le vélo. Je vais vous raconter un peu tout ça. Alors, l'hélicoptère. Alors, ça, c'est le dessin de Léonard de Vinci. Un hélicoptère avec une sorte de vis sans fin, avec l'idée qu'un objet qui a une vis sans fin, il allait pouvoir rentrer dans l'air et se soulever. Vous pouvez essayer, même si vous tournez fort, ça ne marche pas. Hein. Voilà l'exemple de maquette, parce qu'évidemment, derrière ça, tout le monde s'est amusé à faire des maquettes de ce que pourrait être l'hélicoptère de Léonard de Vinci. Alors, évidemment, ça ne marche pas. Vous savez que les hélicoptères, jamais vous pourrez déclencher une portance suffisante avec ce type d'installation pour permettre à l'objet de léviter avec l'air. Donc l'hélicoptère moderne est très différent, entre guillemets, de cette idée de faire tourner une vis. Alors le char d'assaut, dessin typique de Léonard de Vinci dans ses codex, des canons tout autour qui roulent, donc on dit c'est l'inventeur du char d'assaut. Alors simplement son char d'assaut à lui, quand vous regardez de près les engrenages, vous voyez que les roues avant et les roues arrière tournent dans le sens contraire. Donc il aurait du mal à avancer. Il s'était simplement trompé dans les engrenages qu'il fallait. Et comme il avait montré ce qu'il y avait dessous, c'est facile de retrouver. Et puis il y a une autre chose, c'est que si vous essayez de fabriquer un objet comme ça et vous essayez de faire tirer les canons, le type à l'intérieur, il va avoir chaud. Il va avoir chaud et ça ne marchera pas. Donc son char d'assaut, il ne fonctionne pas, bien évidemment. Voilà l'exemple, alors c'est au Clos Lucé, hein, la dernière demeure de Léonard de Vinci dans les châteaux de la Loire. Ils ont refait un peu toutes les maquettes et vous avez une maquette. Mais elle ne fonctionne pas, bien évidemment. La mitrailleuse. Alors, la mitrailleuse, ça c'est celle de Léonard de Vinci, une série de canons qu'on pourrait faire tirer en même temps. L'ancêtre de la mitrailleuse. Mais là encore, vous allez voir que notre ami Francesco di Giorgio Martini, il avait déjà fait des choses qui ressemble beaucoup à la mitrailleuse de Léonard de Vinci. Et je rappelle que c'était son maître, c'est-à-dire qu'il avait été dans l'atelier de ce monsieur. Voilà. Alors le parachute. Alors le parachute, c'est un peu plus compliqué parce que ça marche presque. Donc voilà le dessin du parachute de Léonard de Vinci, que vous connaissez tous. Au Clos Lucé, la maquette. Alors, je ne sais pas s'il y a un de vous qui serait prêt à s'accrocher à un machin pareil et à se lancer en l'air. Bon, d'ailleurs, on est un très bel endroit pour le faire. Bon, je ne vous conseille pas de le faire, d'une part parce que je serai accusé de vous avoir poussé au suicide, mais ça a été fait. Alors voilà les dessins, hein, vous le retrouvez le dessin ici. Vous voyez, c'est peu de choses, c'est juste un dessin dans un texte. Hein. Ça n'allait pas plus loin. Alors, il y a un couple français, le couple Gamérin, qui étaient un peu, pour le coup, des inventeurs et qui ont fait ça, l'expérience d'un parachute à la Léonard de Vinci. Et il y a même, ils se sont lancés avec un dispositif de ce type à travers une montgolfière. Donc ils sont montés en montgolfière, c'était l'époque où on avait découvert les montgolfières, et avec un parachute se sont lancés. On voit les dessins de l'époque, hein, donc on est à la fin du XVIIIe siècle, l'expérience de Gamelin, où il s'est lancé. Et vous voyez qu'il est en biais. Alors pourquoi il est en biais? Parce que ce qui manque, alors vous allez peut-être le savoir, qu'est-ce qui manque à ce parachute pour qu'il marche? Eh oui, il manque le trou au milieu. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas de trou? Eh bien, l'air est mis sous pression, il ne peut pas s'échapper, et vous créez ce qu'on appelle une instabilité, c'est-à-dire que la pression de l'air, à un moment donné, vous avez un déséquilibre, il se met en biais pour que l'air puisse s'échapper,
qui était confiné sous pression. Et donc, vous vous trouvez en biais parce qu'il oscillait pour rééquilibrer les pressions. Et là encore, il s'est inspiré de prédécesseurs, peut-être un peu moins bien dessinés, toujours notre Takola, qui avait dessiné ce type de parachute, qui ressemble évidemment beaucoup à l'idée qu'on retrouve chez Léonard de Vinci. Et c'est là d'une spécificité, c'est que, en fait, les Italiens à cette époque avaient déjà, et quelquefois venus d'avant du Moyen-Âge, fait des dessins de tas de dispositifs qui n'avaient jamais été mis en place, qui n'ont jamais été mis en place depuis, mais qui donnaient l'idée d'objets intéressants à essayer. Le scaphandrier, donc ça c'est le dispositif scaphandrier de Léonard de Vinci, vous voyez que c'est quand même assez rudimentaire, mais l'idée c'est d'amener de l'air à quelqu'un qui est sous l'eau, c'était ça l'objet. Et donc toujours le dessin de Léonard de Vinci de quelqu'un qui serait équipé d'un scaphandre. Mais là encore, donc ça c'est la vision moderne de la maquette d'un scaphandrier de Léonard de Vinci, mais là encore, vous voyez que... Alors ça c'est plus tard, hein, ça c'est après. Ça a donné l'idée de faire des choses un peu plus modernes, qui ont abouti à ce qu'on connaît maintenant des scaphandriers. Mais de nouveau, notre Takola, il avait déjà eu l'idée, alors un peu plus primitive, de faire arriver de l'air à quelqu'un qui était sous l'eau via un tube. C'est le dessin de Takola, qui, comme je vous l'ai dit, a fait ça avant Léonard de Vinci. Et puis, bien avant, enfin à peu près au même moment, un autre Italien qui avait essayé, en se disant, on va mettre un soufflet pour faire arriver de l'air dans la bouche. Alors évidemment, le soufflet, il prend de l'air quelque part. Ce n'est pas évident avec ce dessin de savoir d'où il prend, mais je pense que l'idée, c'est qu'il avait une cloche où il y avait un réservoir d'air qui était relié au soufflet, qui permettait d'envoyer l'air à quelqu'un qui était sous l'eau. Donc vous voyez que tout ça, c'était des idées qui étaient dans l'air. Alors l'avion, Léonard de Vinci, inventeur de l'avion, c'est le dessin de Léonard de Vinci. Voilà ce que ça donne. Ça, ce sont les dessins. Un homme avec des ailes qui volerait comme un avion ou un oiseau. Voilà une maquette de cet oiseau, dans une reproduction du dessin, par une maquette du dessin de Léonard de Vinci. Mais là encore, on revient au IXe siècle, donc 600 ans avant Léonard de Vinci. Vous voyez qu'un savant arabe, Abbas ibn Firnaz, avait déjà dessiné quelque chose qui ressemble plus à un planeur d'ailleurs, et qui est peut-être plus réaliste d'ailleurs que des ailes à faire bouger par les bras humains. L'automobile. Alors là aussi, on attribue à Léonard de Vinci l'invention de l'automobile par cet objet dessiné dans un de ses codex. Voilà une reproduction de la maquette de la première automobile vue par Léonard de Vinci. Mais là encore, vous voyez qu'au XIIIe siècle, au début du XIVe, là encore, on avait par des engrenages fait un objet qui pouvait et qui marchait. Alors là, c'était plus sophistiqué que Léonard de Vinci, parce qu'il y avait l'idée de faire un moulin et de récupérer le vent, la puissance du vent, pour faire tourner les engrenages et avancer une voiture. Donc là, c'était une voiture à vent, en quelque sorte, mais c'était pratiquement un siècle avant la naissance de Léonard de Vinci. Alors le vélo, ça c'est le dessin qu'on trouve dans un de ses codex. Alors là, les gens étaient stupéfaits, parce que pour le coup, ça ressemble vraiment à un vélo moderne, avec un pédalier, une chaîne et une roue entraînée. Alors, en fait, c'est une blague. Ça n'a pas été dessiné par Léonard de Vinci, c'est dans un codex de Léonard de Vinci, et on suppose qu'au XIXe siècle, un petit farceur a redessiné dans l'ensemble des dessins de Léonard de Vinci ce vélo. Pour le coup, il n'a pas été ni inventé par Léonard de Vinci, ni même réellement dessiné par Léonard de Vinci, mais plutôt par un facétieux, je ne sais pas, libraire qui a eu entre les mains le codex et qui a eu l'idée de dessiner ça. Voilà la maquette qu'on reproduit du vélo de Léonard de Vinci. Alors, il y a quelqu'un de très intéressant, que j'ai rencontré d'ailleurs à Blois pour ses 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, qui est Claude Picou, qui est un charpentier à la retraite, et qui s'est amusé à faire tous les dispositifs, un grand nombre de dispositifs de Léonard de Vinci. Alors, comme vous allez voir, c'est des dispositifs plus techniques, moins spectaculaires que ce que je vous ai dessiné. Il a fait, par exemple, le banc de scie pour pierre de taille, ce qui est aussi une des inventions dessinées par Léonard de Vinci. Il a fait le canon à bouche multiple, donc ça, c'est un peu comme la mitrailleuse, mais encore plus sophistiqué. Voilà, le cric, donc l'idée de faire un cric, un peu comme les crics
des voitures d'il y a quelque temps quand on avait une crevaison. Voilà. Et puis un mécanisme d'horlogerie. Bref, il a repris les dessins, il les a fait en maquette en bois, et il a pu me confirmer qu'aucune de ces maquettes ne fonctionne. Donc c'est clair qu'il n'est pas le seul. Tous ceux qui ont essayé de démontrer que les machines de Léonard de Vinci pouvaient fonctionner se sont cassés les dents. Donc, vous avez vu qu'au niveau découvreur, il n'a pas vraiment fait des découvertes très impressionnantes, sauf peut-être celle du cœur. Qu'au niveau des inventions, c'est faire des dispositifs nouveaux. Ils n'étaient pas tous nouveaux. Et qui marchent, ben, ils ne marchaient pas. Donc on ne peut pas le mettre ni dans la catégorie des découvreurs, ni dans les catégories des inventeurs. Alors, encore moins, je vais en parler comme ça, encore moins des innovateurs. Pourquoi? Parce que ce qu'il faisait, c'était des dessins. Mais rien des dessins qu'il a été fait n'a été fabriqué de son vivant. C'est-à-dire qu'il n'essayait pas ensuite de faire le dispositif qu'il avait dessiné et de le tester. Sinon, il serait aperçu que ça ne marchait pas. Donc, il n'est jamais passé de l'invention qu'on ne pouvait pas toujours lui attribuer à l'innovation, c'est-à-dire un objet qui est fabriqué, vendu et qui sert à quelque chose. Donc, ce n'était pas non plus un innovateur. Alors, un petit bilan de ce que je viens de dire, une curiosité et une créativité tout à fait exceptionnelles, une démarche scientifique, il essayait d'observer, de raisonner comment ça marche et d'expliquer, mais très souvent, il n'allait pas jusqu'au bout et ça s'arrêtait à une démonstration très théorique qui n'était pas validée par l'expérience. Par contre, il a fait un véritable travail d'encyclopédiste dans ses codex, il a redessiné, comme on l'a vu, plein de choses qui étaient, on va dire, dans l'air du temps et qu'elle a mis ensemble dans ses dessins. Et puis, évidemment, avec son talent de dessinateur, tout à fait. Alors, il y a quelque chose qui est absolument fantastique, c'est cette lettre qu'il a écrite au duc de Milan, Ludovic Sforza, pour, en quelque sorte, il voulait être embauché par le duc de Milan. C'était un peu au début de sa carrière. Et il a écrit cette lettre, qui existe au Clos Lucé, on retrouve je ne sais pas si c'est l'original ou une reproduction de sa lettre, et qui est absolument fantastique. Alors, je vous en prends quelques mots, mais il écrit, ayant très illustre seigneur vu et étudié les expériences de tous ceux qui se prétendent mettre en l'air d'inventer, donc il admet qu'il s'est quand même inspiré des autres, et il lui envoie une lettre en disant « Voilà ce que je peux faire. Vous ne lisez que le vers. J'ai un moyen de construire des ponts très légers. Je sais comment chasser l'eau des fossés et faire des échelles d'escalade. Je sais faire un canon facile à transporter. Je puis construire des voitures couvertes et indestructibles, portant de l'artillerie. Je puis construire des canons, des mortiers, des engins à feu de formes pratiques et différentes. En temps de paix, je puis égaler, je crois, n'importe qui dans l'architecture. » Vous voyez, quand même une modestie qui paraît assez forte sous son propos. « Construire des monuments privés et publics et conduire l'eau d'un endroit à l'autre. En peinture, et ça c'est probablement vrai, même si vous savez qu'il y avait une rivalité assez forte avec des grands peintres italiens de l'époque, je puis faire ce que ferait un autre, quel qu'il puisse être. » Voilà. Alors, il ne dit pas qu'il est meilleur, il dit au moins il est aussi bon. Bon. En outre, je m'engagerai à exécuter le cheval de bronze à la mémoire éternelle de votre père et de la très illustre maison des Sforza. Donc vous voyez que cette lettre, alors, elle est souvent donnée, cette lettre, dans les écoles de commerce, en disant « ça, c'est un bel exemple de lettre de motivation ». Alors je dois avouer que si je recevais une lettre comme ça, je ne suis pas sûr d'embaucher celui qui me l'écrirait. Mais d'ailleurs, il n'a pas été embauché par le duc de Sforza à l'époque. Voilà. Et alors, il dit une chose fantastique et qui est fausse. Si quelques des choses ci-dessus énumérées vous semblaient impossibles, parce que ce n'est pas évident, ou impraticables, je vous offre d'en faire l'essai dans votre parc et en toute autre place qu'il plaira à votre excellence. En fait, il n'a jamais fait d'essai parce qu'ils n'ont jamais été construits, il n'a jamais construit aucun des dispositifs qu'il décrit par ailleurs. Donc, on arrive à la fin de la conférence, je ne voulais pas te dire, et on pourra ensuite discuter ensemble, il n'est pas un découvreur, ou peu, il n'est pas un inventeur puisqu'il fait des dispositifs qui ne marchent pas, et il n'est pas non plus un innovateur parce que ces dispositifs ne sont pas vendus et achetés, ou servis, ou de quelqu'un qui s'en servirait. Alors qu'est-ce qu'il est? Alors c'est là où il faut un peu réfléchir. Quel est l'intérêt d'avoir fait tous ces dessins? C'est quoi ces dessins? C'est avant tout des objets qui viennent de l'esprit humain, qu'on essaye de rendre fonctionnels
en ayant un raisonnement mécanique, logique, qui ferait que ça pourrait fonctionner, mais on ne les fabrique pas. Et pourquoi on ne les fabrique pas? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens de les fabriquer. Donc c'est quelqu'un qui, quelque part, s'était dit, tous ces objets, si on était capable de les fabriquer, ça se voit bien dans la lettre qu'il a écrite, eh bien ce serait intéressant de les fabriquer. Il y aurait un marché, c'est-à-dire faire effectivement un tank, faire une mitrailleuse, faire un avion, faire un parachute. Tout ça, c'est des objets qui n'existent pas, mais qui, s'ils existaient, ça servirait à quelque chose. Alors ça s'appelle le marketing. Il n'est ni un découvreur, ni un inventeur, ni un innovateur. En fait, ce que je propose, c'est qu'il soit un marketeur. Alors, on est dans une maison qui est une maison industrielle, donc le but est de fabriquer des objets et de les vendre. Hein, c'est ce que fait Saint-Gobain partout dans le monde tous les jours. Et effectivement, je suis loin, même en étant scientifique, d'avoir du mépris ou un quelconque regard négatif vis-à-vis du marketing, parce que pour moi, le marketing, c'est avant tout ce qu'a fait Léonard de Vinci, c'est-à-dire de comprendre les besoins du marché. Si j'étais capable de faire ça, après, que je le sois ou pas, c'est un autre problème, mais si j'étais capable de le faire, eh bien, il y aurait des gens qui seraient intéressés par le fabriquer, le vendre, parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par l'acheter, pour l'acheter. Et donc, c'était réellement du marketing, et qui plus est, de ce qu'on appelle le marketing stratégique, c'est-à-dire de comprendre les besoins du marché. Et c'est merveilleux de trouver finalement quelqu'un qui, ces dessins, il ne les a pas faits par hasard, même s'il a repris des dessins des autres. Il les a faits parce que je pense qu'il avait bien compris que si c'était, et ça se voit dans sa lettre, c'était quelque chose qui pouvait être utilisé. Le fait que personne ne le fabrique et que personne ne l'utilise à l'époque, c'était simplement parce que le niveau technique qu'on avait à l'époque ne permettait pas de faire des objets tels que l'avion, le parachute, le tank, etc. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre attention et puis on a un peu de temps pour discuter. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a un micro si vous voulez. Monsieur derrière. Le micro va arriver parce qu'il faut enregistrer. Donc, alors faites attention parce que tout ce que vous dites... Oui. Moi j'ai l'habitude, mais vous, ça peut être retenu contre vous. Donc faites attention à ce que vous dites. Mais on vous pardonne d'avance. Non, je voudrais juste que vous, peut-être vous complétiez ce que vous venez de dire juste à la minute. Je ne comprends pas bien pourquoi ce n'était pas fabricable à l'époque. Alors, en fait, c'est une très bonne question parce que la preuve, c'est que ce charpentier a refabriqué un certain nombre d'objets. Donc, un certain nombre étaient fabricables, au sens qu'on pouvait faire une maquette. Ce que j'aurais dû dire, c'est que c'est la réalité, c'est qu'en fait, même fabriqué, ça ne fonctionnait pas. C'est ça. Donc, vous avez tout à fait raison de me reprendre. C'était fabricable au sens d'une maquette, mais si on voulait le faire fonctionner, on se serait aperçu que ça ne fonctionnait pas. Donc, c'était fabricable au sens du prototype, était fabricable, mais en fait, on se serait aperçu. Et en fait, c'est plutôt au XIXe siècle, les gens ont essayé de reproduire des maquettes, et puis même maintenant, je suis sûr que vous avez vu, il y a des tas d'expositions qui exposent les maquettes de Léonard de Vinci. Donc c'est un sport national ou international que d'exposer les maquettes. Mais effectivement, vous avez raison de me prendre, on pouvait faire les maquettes dès le XVIe siècle, l'époque où il vivait. Voilà. Très bonne question. Monsieur. Oui, je vous remercie pour cette conférence très intéressante. Il y a un autre personnage qui s'est posé des questions, c'est Galilée. Oh. Et ce que vous avez montré à propos de l'eau et les gels, oui. Galilée s'est aussi posé beaucoup de questions, et il a essayé, lui, de résoudre les problèmes. Oui. Et il en a réussi dans beaucoup de cas. Oui, absolument. Voilà. Donc c'est la grande différence. Galilée est un découvreur extraordinaire. Oui, donc 2 mots sur Galilée. Vous avez donc tout à fait raison. Justement, Léonard de Vinci n'était pas ce qu'était Galilée. Galilée était un très grand scientifique. Alors, il n'a pas résolu, il se posait les bonnes questions, il se donnait les moyens de les résoudre et il les résolvait. C'est-à-dire que ce qu'a trouvé Galilée, tout le monde est connu sur le mouvement des étoiles et le mouvement de la Terre qui n'était pas héliocentrique, le niveau des planètes, etc. Mais il a fait plein d'autres choses, Galilée. C'est un très grand mathématicien et c'est un très grand scientifique. Là, il n'y a aucun doute. Bon, mais ce n'est pas un aussi bon peintre
que n'était Léonard de Vinci. Voilà. Donc, chacun dans sa catégorie. Et ni même probablement un marketeur, puisqu'il a eu du mal à vendre ses idées, comme l'histoire étant terrible, il a fallu qu'il renie sa vision d'une terre qui n'était pas au centre du monde, parce que l'Église lui avait mis un peu de pression pour que la Terre reste au centre du monde, ce qui était la place normale de la Terre, vue en tout cas par l'Église de l'époque. Voilà. D'autres questions, madame? Attendez, le micro arrive. Merci. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Léonard de Vinci a montré l'exemple aux inventeurs futurs et que ses idées ont été reprises et modernisées? Alors, c'est là où ma conclusion sur le marketeur a toute sa valeur. Parce que doit faire le marketing stratégique? Il doit désigner pour le futur les produits qui n'existent pas et qui, s'ils existaient, les gens s'en serviraient. Alors, le roi du marketing moderne, c'est Steve Jobs, tout à fait, qui est quelqu'un qui n'était pas un scientifique, c'était pas un technologue, mais il a une vision des besoins du marché. Steve Jobs disait souvent les études de marché sur un produit qui n'existe pas, sur un marché qui n'existe pas, ça ne sert à rien. Par contre, si je fabrique un produit qui me plaît, ça plaira à tout le monde. Et c'est ce qu'il a fait avec l'ordinateur portable, le iPod, le iPhone, etc. C'est vraiment un serial innovateur, et j'en parle beaucoup dans mes cours, parce qu'effectivement, il avait une vision des besoins du marché qui était tout à fait extraordinaire. Donc, effectivement, vous avez raison, de ce point de vue-là, et dans mon propos, Léonard de Vinci, une fois de plus, je ne pense pas qu'il ait fait ses dessins par hasard, il les faisait exactement pour faire ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il a montré le chemin. Et le marketing stratégique doit montrer le chemin. C'est le marketing stratégique qui doit indiquer aux entreprises où il faut aller pour répondre à des besoins sur lesquels on n'a pas complètement répondu, ou pas du tout. Donc vous avez tout à fait raison. D'autres questions? Alors, il y en a de ce côté-là. Est-ce qu'on connaît pour quelle raison François Ier l'a ramené en France? Ah oui, parce que Léonard de Vinci ne trouvait pas de boulot. Il était pauvre. Il avait de réelles difficultés à vivre. Ah oui, non, mais c'est... François Ier, il a découvert en Italie ce qui déjà était la Renaissance. Et il l'a importé en France. Et il avait vu quelqu'un comme Léonard de Vinci pouvait être une sorte de visionnaire de ce qu'il voulait faire lui en France, c'est-à-dire amener ce qu'il avait vu en Italie, un renouveau complet des arts, de l'architecture et quelque part des connaissances. Alors, 2 mots sur le Collège de France. Le Collège de France a été créé par François Ier parce que François Ier, qui revenait en 1535, il a créé le Collège de France, et parce qu'il avait vu en Italie cette effervescence artistique d'ingénieurs, parce que l'architecture demandait d'inventer des nouveaux procédés pour mettre les bâtiments en place, etc. Et il voulait importer ça en France. Et il avait demandé aux universités, qui enseignaient essentiellement la théologie et l'hébreu et un peu de mathématiques, d'enseigner des choses plus vastes. Et les universités, en particulier l'Université de Paris, avaient refusé, en disant « Nous, ce n'est pas à nous d'enseigner ça ». Et donc, avec un de ses conseillers, ils ont créé le Collège de France avec cette idée d'enseigner ce qui n'était pas enseigné à l'université. Ça, c'est le début de ce qui s'appelait à l'époque le Collège royal et qui est devenu ensuite, après un événement un peu de rupture français, qui est la Révolution, c'est devenu le Collège de France après avoir été le Collège royal. Voilà, donc tout à fait juste sur le fait qu'effectivement, il y a cette idée. Monsieur? J'ai vu sur un reportage de France 2, justement à l'honneur de Léonard de Vinci, que Dassault Systèmes avait un programme basé sur la recherche sur les innovations de Vinci. Oui. Et 200 chercheurs qui travaillent là-dessus. Avec j'ai vu le reportage. Bon. Alors, on va dire que ce n'est pas du marketing stratégique, c'est du marketing commercial. Oui, voilà. Ils présentaient les lunettes 3D pour améliorer le... Je connais bien Dassault Systèmes, et Dassault, c'est des entreprises merveilleuses, et je peux vous garantir
qu'ils n'ont pas comme seule source d'inspiration Léonard de Vinci, parce que et heureusement pour nous. Donc oui, c'est bien de présenter les choses comme ça. C'était présenté comme ça. Oui. Voilà. Bon, c'est du marketing commercial. D'autres questions? Bien. Ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie énormément pour ça. Alors, je ne sais pas si c'est la première de la série de conférences, oui. Mais voilà. Donc, et puis, comme vous a expliqué Blandine, il y en aura d'autres. Donc, ici, même, j'ai compris qu'il y en aurait à Blois, parce que Blois, Saint-Gobain a un centre des archives à Blois qui est historique. Hein. Saint-Gobain a des archives absolument merveilleuses, que vous pouvez trouver en partie d'ailleurs sur Internet, qui reprend toute l'histoire de Saint-Gobain, l'histoire des matériaux, l'histoire des procédés, etc., etc. Voilà, merci beaucoup.